Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur Investir dans les dividendes. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de 7 sociétés de mon portefeuille. Il y en a 6 qui ont publié les résultats 2021, il y en a une qui a publié son chiffre d'affaires. On va analyser tout ça, je vais vous dire ce que j'en pense. Attention, il y a aussi une entreprise sur laquelle je me suis très fortement allégé. J'ai divisé par 2 mon exposition à cette entreprise. Je vais vous dire laquelle, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai décidé de réduire fortement ma ligne sur cette entreprise. Je vais vous dire également ce que j'ai fait de cet argent. Je l'ai réinvesti, j'ai racheté 2 entreprises et je vais vous dévoiler tout ça dans cette vidéo. Donc restez bien à l'écoute tout au long de cette vidéo. Déjà, merci d'être là. Je vous remercie également pour mettre un maximum de likes. Ça vous prend une demi-seconde et ça vient récompenser des heures de travail. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre soutien et n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo auprès d'un maximum de personnes. Comme d'habitude, le petit disclaimer qui va bien, sachez que je ne suis pas conseiller financier, que dans cette vidéo j'exprime que mon avis et qu'il est très important que vous puissiez faire vos propres recherches, prendre vos propres décisions, de ne pas copier les mouvements que je fais. Mon portefeuille, pour information, n'a pas vocation à être dupliqué. Allez, on commence tout de suite avec les résultats de Total Energy. Vous savez, j'aime bien quand je suis actionnaire d'une entreprise, être client, et c'est ce que j'ai fait en passant sur mes contrats électricité et gaz chez Total Energy. Donc si vous aussi vous êtes actionnaire de Total Energy et que vous n'êtes pas encore chez eux, moi je vous conseille de donner votre argent à votre entreprise qui vous le rendra sous forme de dividendes. On va en parler dans un instant et c'est pour ça que je vous parraine chez Total Energy. Je vous mets mon code de parrainage dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. En vous inscrivant, vous aurez 20 € offerts sur votre première facture. Ça se passe directement dans les commentaires et en description de cette vidéo. Alors, on passe maintenant aux résultats du 4e trimestre 2021 et de l'année 2021 qui ont été excellents. L'environnement a été extrêmement favorable avec les prix du gaz et du pétrole qui ont explosé à la hausse. Vous voyez, au niveau du prix du pétrole, c'est un truc de dingue. Là, on est sur plus 70% sur l'ensemble de l'année 2021 par rapport à 2020. Alors oui, ça avait fortement baissé sur 2020, mais il n'empêche que là, on est en train de repartir vers des prix records du baril de Brent. On a aussi le prix moyen de vente du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, qui a explosé à la hausse avec plus 82% en moyenne. Alors pourquoi c'est important chez Total Energy ? Eh bien tout simplement parce que l'entreprise est le numéro 2 mondial du GNL. Donc forcément ça porte les résultats de l'entreprise. Si on regarde donc le résultat net ajusté par Total Energy, on est donc en milliards de dollars sur 18,1 milliards de bénéfices. Des bénéfices multiplié par 4,4. Ici, c'est marqué non significatif sur le résultat net par Total Energy, donc en non ajusté. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, Total avait fait des très très grosses dépréciations d'actifs, ce qui fait que le résultat net par Total Energy avait été négatif. Donc c'est pour ça que pour voir la croissance, il faut mieux se baser sur le résultat net ajusté par Total Energy. En ce qui concerne les flux de trésorerie d'exploitation, on va en reparler, mais il y a eu un gap énorme multiplié par 2,1 par rapport à l'année dernière et vous allez voir que ça nous permet d'avoir une sécurité par rapport aux dividendes qui est extrêmement appréciable. Et puis le ratio d'endettement a continué de baisser. Il était à plus de 20% en 2020, 17,7% à fin septembre 2021 et là donc Total Energy n'est endetté qu'à hauteur de 15,3%. Donc ça devient très 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 confort au niveau de l'endettement de Total Energy, c'est vraiment très faible. Avant de parler des objectifs 2022 et du dividende de Total Energy plus en détail, on va regarder pourquoi Total Energy a réussi à faire ces bons résultats. Eh bien, je vous l'ai dit, il y a des prix qui sont très élevés au niveau des hydrocarbures, mais également Total Energy a des coûts opérationnels qui sont extrêmement bas. Vous voyez, ils ont publié un graphe comparaison avec ExxonMobil, Chevron, Shell ou encore BP. Vous voyez, c'est Total qui a les coûts d'extraction les plus faibles au niveau du pétrole et du gaz. Alors Total Energy a fait des très bons résultats 2021 grâce au pétrole et au gaz, mais également continue d'accélérer sur la partie renouvelable et électricité. Il y a pas mal de projets qui ont été annoncés en 2021, comme par exemple des éoliennes offshore à Taïwan. Il y a eu une prise de participation aussi dans le géant indien AGEL. Alors je sais pas si ça se prononce AGEL, mais en tout cas ça s'écrit comme ça. Ça vaut 8 milliards de
dollars de market cap, de capitalisation boursière sur le marché indien, et Total Energy en a pris 25%. Donc voilà, beaucoup de projets qui ont été annoncés en 2021. Total Energy accélère très très fortement, et on voit que côté distribution auprès des particuliers, ça continue de progresser au niveau de l'électricité et du gaz. Je vous en parlais à l'instant en vous donnant mon code de parrainage, donc j'en fais partie de ces personnes-là qui sont clientes chez Total Energy. Il y a plus de 500 000 nouveaux clients qui ont rejoint Total Energy en 2021, et donc cette branche-là comporte plus de 6 millions de clients à la fin de l'année 2021. Au niveau de 2021 toujours, ce qui est important, c'est de souligner que les cash flows opérationnels de Total Energy, donc générés par les opérations de Total Energy, a atteint un plus haut historique à 29,1 milliards de dollars. Alors, si on regarde la composition, c'est là-dessus que je voulais insister. Eh bien, ce qu'on peut voir en fait, c'est que la partie verte et bleue a augmenté de manière assez sensible. Alors, ça reste toujours minoritaire dans le cash flow global généré par les activités, mais il n'empêche que le bleu, c'est le gaz naturel liquéfié, et également le vert, donc les énergies renouvelables et électriques, eh bien, ont progressé au niveau du cash flow et commencent à générer du cash flow intéressant. Donc ça, c'est très important. Et ce qu'on peut constater, c'est que forcément, 2021, ça a été porté aussi par la partie exploration et production de Total Energy, ce qui est parfaitement logique. À noter que le break-even, donc la partie où Total commence à gagner de l'argent, eh bien, est inférieur à 25 $ par baril avant versement du dividende. Et ça, c'est un indicateur que Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, surveille de près. Alors ce cash flow généré par les opérations, à quoi il a servi sur 2021 ? Vous voyez, il y a 45% de ce cash flow qui ont été dans l'investissement dans la croissance, donc c'est le capital investment qu'on voit aussi, les 13,3 milliards de dollars. Il y a 8,2 milliards de dollars qui ont servi aux dividendes, donc c'est là où on voit que le cash flow des opérations permet de pouvoir payer tranquillement le dividende, puisque ça représente un payout ratio sur le cash flow de 28%. Donc on est vraiment très safe au niveau du dividende de Total Energy tant que les opérations arrivent à générer ce cash flow là. Il y a une partie qui a servi à la réduction de la dette, et puis les 1,5, vous voyez buyback, c'est 1,5 milliard de dollars de rachat d'actions qui ont été faits au cours de l'année 2021. Alors ça, c'était le cash flow. Si on regarde le résultat net, vraiment les bénéfices, on voit que le GNL a fortement grossi par rapport à 2019 et 2020. Pareil au niveau des énergies renouvelables et électriques, et puis tout ce qui est exploration et production a fortement rebondi également, mais forcément avec les prix du pétrole et du gaz qui ont explosé. À noter un return on equity très important de 17%. Décidément, Total gère vraiment très très bien ses investissements, fait des bons choix d'investissement qui sont vraiment profitables. L'argent est bien investi avec Total Energy. Sur 2022, voici la stratégie d'investissement du capital de Total Energy. Vous avez 50% du cash flow qui va être dédié à la maintenance de tout ce qui est pétrole. Vous avez 50% qui est sur la croissance. La croissance est portée par quoi ? Par le gaz et le gaz naturel liquéfié, et également par les énergies renouvelables et l'électricité, avec des investissements qui sont prévus en hausse par rapport à cette année, puisque c'était 3 milliards de dollars qui avaient été investis dans le pôle renouvelable et électricité. Et vous voyez qu'en fait, Total Energy annonce avoir l'intention d'investir 3,5 milliards de dollars par rapport à cette partie-là en 2022. Donc c'est quelque chose qui est vraiment équitablement réparti entre la maintenance de l'actif existant au niveau du pétrole qui permet de générer des cash flows, et donc l'investissement dans la croissance avec les renouvelables et également le gaz et la biomasse. Je vais passer très rapidement sur cette slide-là, mais c'était super important que je fasse un arrêt. Pourquoi ? Puisque ça, ce que vous avez sous les yeux, ça explique pourquoi Total Energy a annoncé une augmentation de son dividende en 2022. En fait, on l'a vu juste avant, le gaz naturel liquéfié, c'est un des piliers de la croissance future de Total Energy. Et ce qu'on peut voir, c'est que les ventes de long terme progressent. Il y a un marché qui est structurellement porteur au niveau du gaz naturel liquéfié, et ça devrait continuer au cours des années à venir. Et donc, c'est pour ça que grâce à ces ventes de long terme, le cash flow va augmenter. Et grâce à cette augmentation du cash flow, Total Energy
peut s'engager sur la hausse des acomptes sur dividendes 2022 qu'ils ont pu annoncer à l'occasion de la publication des résultats 2021. On va voir juste après exactement quelle est cette augmentation. Vous avez également le pôle énergie renouvelable et électricité. Donc en 2021, vous voyez, vous aviez plus de 10 gigawatts de capacité installée. Il y en aura 6 de plus en 2022, donc gros gap en 2022 et il est prévu qu'en 2025, Total Energy bénéficie de 35 gigawatts de capacité installée avec, vous voyez, une énorme majorité dans le solaire complétée par les éoliennes et puis les capacités de stockage également. Et donc l'accroissement de ces capacités en 2022 devrait être les mêmes en 2023, 2024, 2025 pour pouvoir atteindre ces fameux 35 gigawatts donc de capacité installée. On le voit donc, Total Energy est en train de devenir une compagnie réellement multi-énergie. C'est pas juste du discours, c'est effectivement la réalité, tout en s'appuyant sur les projets low cost entre guillemets pétrole qui permettent de générer des cash flows importants. La transition énergétique, elle est en cours chez Total Energy, mais il n'oublie pas quand même les actionnaires avec un accroissement du dividende de plus 5% qui est proposé pour 2022. Donc voilà, plus 5% sur les versements intérimaires, donc sur les dividendes trimestriels. Ils vont faire attention aussi à rester sous un ratio d'endettement de 20% et ils ont annoncé également des rachats d'actions pour 2 milliards de dollars au cours du premier semestre 2022. Donc ça, c'est pareil pour générer de la valeur pour l'actionnaire à l'avenir. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Vous savez que j'adore les rachats d'actions. Donc plus 5% d'augmentation. Les dividendes trimestriels pour l'exercice 2021 étaient de 0,66 € par action et donc les acomptes sur dividendes 2022 devrait se monter normalement quand on augmente de 5% à 0,69 € par action. Et je vous en ai parlé, on a ces fameux rachats d'actions, share buyback de 2 milliards de dollars qui seront réalisés au cours du premier semestre 2022. Donc Total Energy fait sa transition, mais n'oublie pas ses actionnaires. Je vous avoue que j'ai apprécié ces annonces faites par l'entreprise, mais j'aurais aimé que cette augmentation de dividendes, elle ait lieu dès maintenant, dès le troisième acompte pour l'exercice 2021, parce que là, on va devoir patienter jusqu'en septembre pour pouvoir bénéficier de cette augmentation de dividendes. Donc là, si on regarde les différents acomptes qui ont été versés, vous avez le premier acompte qui a été versé le 1er octobre, le 13 janvier 2022, c'était le deuxième acompte au titre des résultats 2021. Donc ça veut dire que le troisième acompte et le solde qui seront détachés en mars, en juin et donc versés en avril et début juillet, seront toujours à 0,66 € par action. C'est seulement à partir de début octobre qu'on pourra percevoir un acompte en augmentation puisque ce sera le premier acompte de l'exercice 2022. Donc historiquement, vous voyez, Total détache son dividende le 21 septembre au niveau du premier acompte et le verse le 1er octobre. Donc c'est seulement à partir du quatrième trimestre de cette année qu'on va pouvoir percevoir, si jamais c'est validé, le premier acompte en augmentation. Donc voilà, je vous avoue que j'aurais préféré les toucher dès maintenant, dès le troisième acompte de l'exercice 2021. Si on regarde le cours de Total Energy, le cours a bien rebondi. Alors Total Energy est aujourd'hui une entreprise selon moi beaucoup plus forte qu'elle l'était il y a encore quelques années en arrière. Alors il y a quelques années en arrière, elle était déjà très très solide, mais ce que je veux dire c'est qu'elle est encore plus forte aujourd'hui grâce à ce développement dans les renouvelables et l'électricité, grâce à une gestion des coûts qui est vraiment au cordeau. Et donc là on voit qu'on est revenu au niveau de l'action Total Energy à des cours de 2018-2019. Donc là aujourd'hui, même si Total Energy est toujours, selon moi, faiblement valorisé et encore peut-être 10 € sous le coude au niveau de son cours, on arrive quand même dans des niveaux où si jamais le marché se retournait, l'action pourrait être achetée selon moi à des cours plus bas. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne me renforce pas sur Total Energy et si jamais elle revenait aux alentours des 40-42 €, là je pense que je prendrais le risque de me renforcer à ce cours-là pour pouvoir bénéficier des futurs dividendes en croissance. On continue avec ALD Automotive. Vous savez que j'adore aussi cette entreprise. Elle a publié donc ses résultats le 10 février 2022. Alors, on va regarder rapidement ce qui a été annoncé sur 2021. Il y a eu des acquisitions qui ont été faites comme Fleetpool ou encore Skipper qui permettent d'ajouter du service aux prestations que proposait ALD Automotive. Il faut savoir que ALD Automotive a un partenariat très privilégié avec Tesla en Europe et donc c'est ALD
qui loue le plus grand nombre de Tesla sur le continent. Vous avez également la place de marché ALD Car Market qui a bien progressé par rapport à 2020. Donc c'est un axe de développement qui est intéressant pour ALD Automotive. Et puis surtout, ce qui a été annoncé récemment, c'est donc le projet d'acquisition de LeasePlan, le concurrent néerlandais qui est numéro 1 en Europe. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo parce que ça pourrait générer beaucoup de valeur pour les actionnaires. Alors, ALD Automotive a publié des résultats historiques. Pourquoi ? Eh bien, grâce notamment à sa flotte financée qui a progressé de 4%, dont une croissance organique de plus 1,9%. Donc, le nombre de contrats a augmenté au niveau de la flotte financée chez ALD Automotive et ça, c'est forcément positif. Et aussi et surtout, pourquoi les résultats ont été excellents ? C'est parce qu'en fait, ALD Automotive a profité d'un marché de l'occasion exceptionnel. Vous savez que ALD Automotive achète ses véhicules pour après les louer et que quand la location est terminée, eh bien, il faut qu'ils les revendent. Eh bien, si on regarde l'année 2019, il y a eu 75 millions de résultats nets suite à la vente de ces véhicules. C'était tombé à 61 millions en 2020 et là, on monte à 438 millions de bénéfices réalisés sur cette seule activité. C'est un truc de dingue. Vous voyez la marge unitaire, là, c'est le graphe du milieu. On était à 135 € par véhicule en moyenne à fin Q4 2019, donc sur le dernier trimestre 2019. La marge était même passée en négatif au Q2 2020, donc c'est-à-dire qu'au plus fort de la crise Covid, au tout début quand il y a eu les confinements, ALD Automotive vendait à perte, revendait à perte ses véhicules, était obligé de payer pour pouvoir les refourguer et après ça s'est redressé et depuis le premier trimestre 2021, il y a eu une explosion et vous voyez ça a continué chaque trimestre à augmenter au cours de 2021. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait il y a une pénurie, comme vous le savez, des microprocesseurs et donc pour le véhicule neuf c'est très compliqué, il y a des délais d'attente, vous pouvez des fois attendre un an et demi, presque 2 ans pour certains modèles pour pouvoir être livrés et donc les gens se sont rabattus sur le marché de l'occasion. Donc c'est pour ça que ALD Automotive en profite à plein et ça devrait perdurer normalement en 2022 avec une marge qui sera vraiment intéressante sur chacun des véhicules vendus. Donc ça, c'est un effet quand même à double tranchant parce que globalement, les résultats devraient être plus faibles en 2022 au niveau de la revente des véhicules d'occasion. Et donc, forcément, si les résultats sont plus faibles, eh bien, ça va se ressentir sur les résultats globaux d'ALD Automotive. Mais on va en reparler tout de suite avec justement ce résultat qui a jumpé de 71% par rapport à l'année dernière. Vous voyez, 873 millions d'euros de bénéfices. C'est exceptionnel, mais vous voyez que cette croissance, elle est quasiment portée exclusivement par la revente du coup des véhicules d'occasion et le prix moyen qui a explosé. C'est pour ça que si jamais demain ça baisse en 2022, en 2023, il y aura forcément un impact sur le résultat global du groupe. Donc là, on a touché certains points hauts et je m'attends à ce que les bénéfices 2022 soient plus faibles que les bénéfices 2021 qui était une année exceptionnelle. Si on regarde le bénéfice par action, le earnings per share, on est sur 2,16 € de bénéfices par action. Et donc, ALD Automotive a respecté ce qu'ils avaient annoncé lors de leur plan stratégique, à savoir un payout ratio des bénéfices entre 50 et 60%. Ils ont décidé de reverser 50% des bénéfices. Ça représente un dividende de 1,08 € par action. Donc, comme je vous le disais, les reventes d'occasion ont pesé lourd. C'est plus de 50% des résultats globaux de l'entreprise. À noter que la gestion des coûts a été très bien gérée puisqu'elle est en baisse. Les coûts représentent 48,8% alors qu'en 2020, on était sur 50,4%. Donc, il y a tout de suite un effet de levier sur les résultats qui est évident. LeasePlan, le projet d'acquisition, on va en parler maintenant parce que c'est un projet qui est extrêmement structurant pour l'entreprise. Alors LeasePlan, c'est l'entreprise européenne numéro 1 sur ce marché-là. Vous le voyez ici avec un grand nombre de contrats en Europe, mais également dans ce qu'on appelle le rest of the world, le reste du monde. Et donc, quand vous voyez la fusion entre LeasePlan et ALD, on va avoir un géant qui va être ultra leader sur son marché. Tant mieux, parce que Arval, numéro 3, géré par BNP Paribas, poussé derrière en nombre de véhicules. Donc, c'est quelque chose qui va être extrêmement
extrêmement positif. Il y aura des effets d'échelle qui vont être très importants. Comment ça va se passer? Société Générale va rester actionnaire à hauteur de 53% environ du capital d'ALD. Les actionnaires de LeasePlan seront actionnaires du nouveau ALD à hauteur d'un peu plus de 30%. Donc il y aura une augmentation de capital qui va arriver. Personnellement, je compte y participer. Il y a des effets d'échelle importants comme je vous le disais. Le volume d'achat de véhicules va être de plus de 800 000 véhicules par an. Donc en fait, vous avez une force de frappe de négociation qui est extrêmement importante par rapport à ces volumes. Et par exemple, au niveau des pneus, c'est environ 4 millions de pneus qui vont être achetés par an. Donc là, c'est pareil, ils vont pouvoir négocier des meilleurs prix. Et puis, il y a plein de synergies de coûts qu'ils vont pouvoir trouver au niveau d'ALD et LeasePlan. Ça va permettre aussi de faire des économies donc en globalité sur les coûts, puisque la cible de 2025, je vous ai parlé de 2021 avec 48,8% et ça avait été amélioré par rapport à 2020. Vous voyez que la cible 2025, c'est d'avoir des coûts qui représentent 45% seulement. Et puis au niveau des investisseurs, donc des actionnaires comme vous et moi, eh bien ça devrait être très bénéfique puisque l'earning per share, donc le bénéfice par action, devrait augmenter de plus 20%. Alors quand il y a une fusion comme ça, c'est toujours risqué, il y a des risques d'exécution, mais pour le coup, normalement, sur le papier en tout cas, ça va être très bénéfique pour le bénéfice par action et le payout ratio qui est ciblé pour le dividende resterait entre 50 et 60%. À noter que cette fusion sera aussi positive au niveau de la notation financière, avec aujourd'hui une entreprise qui est notée BBB ou BBB+, en fonction que vous soyez chez S&P Global ou Fitch. Là, normalement, on devrait avoir une amélioration de la notation de crédit global avec un A- qui est attendu de la part des deux agences S&P et Fitch. Donc, j'avais vu un commentaire justement quand j'avais publié le dividende d'ALD. Je vous avais fait une publication sur ma chaîne et j'avais eu le commentaire de quelqu'un qui m'avait dit mais qu'est-ce que tu penses de l'endettement d'ALD qui est extrêmement important? En fait, c'est dû au business parce que vous voyez là ça va être plus de 800 000 voitures qui vont être achetées chaque année. Donc ALD Automotive est obligé d'acheter des véhicules en nombre pour après les louer, mais c'est des véhicules qui sont financés par des contrats de long terme. Donc je suis pas inquiet au niveau de la dette et d'ailleurs les agences de notation ne le sont pas non plus, et je vous dis cette fusion devra avoir en plus un impact positif sur la notation et donc des coûts de crédit qui malgré des taux qui remontent devraient rester bas grâce à cette amélioration de la notation crédit. Alors, cette transaction, elle va occuper pas mal le management. Vous voyez, tout 2022, on va attendre les approbations des autorités de régulation de la concurrence. Au niveau de l'augmentation de capital, ça devrait être fin 2022. Et donc, il y aura 2 années et demie d'intégration, si tout se passe bien, en 2023, 2024 et sur le premier semestre 2025. Donc, ça va pas mal occuper le management pendant quelques années. Au niveau de 2022, qu'est-ce qui est prévu? Une croissance de la flotte financière comprise entre 2 et 4% par rapport à décembre 2021, une marge moyenne de revente des véhicules d'occasion qui est attendue au-dessus des 1000 euros, et puis le dividende toujours entre 50 et 60% de payout ratio. Alors au niveau d'ALD Automotive, l'augmentation du dividende est dingue, c'est plus 71%. Le dividende a suivi en fait l'augmentation des bénéfices qui est très impressionnante d'ALD cette année. Le dividende versé en 2021 au titre de l'exercice 2020 était de 63 centimes d'euros, et pour l'exercice 2021, donc à verser en 2022, si l'AG valide tout ça, on serait sur 1,08€. Donc les actionnaires d'ALD sont contents, donc y compris moi, d'avoir ce gap extrêmement important chez ALD Automotive. Si on regarde l'évolution des dividendes depuis l'introduction en bourse d'ALD Automotive, on voit qu'il y a eu des belles progressions de 5 et 8% entre 2018 et 2019 et 2019 et 2020. ALD faisait partie des rares entreprises à avoir maintenu le versement d'un dividende malgré la crise Covid. En 2021, au titre de 2020, c'était stable, et donc là, le gap très important de plus 71%. On aime ce genre d'entreprise qui respecte leurs actionnaires. Si on regarde le cours de bourse d'ALD Automotive, on peut voir qu'on n'est pas encore revenu sur les plus hauts qui datent de septembre 2018, qui étaient aux alentours de 16-17 euros. Il y a quand même eu un beau rebond depuis la crise Covid, et on a donc une action qui est, au moment où je tourne cette vidéo, à 14,02 €, avec un rendement du coup qui est généré, qui est extrêmement intéressant, parce que si vous faites 1,08 €, je le fais en live, divisé par 14,02, on est sur un rendement sur cours
cours là de 7,7%. Après, attention, comme je vous disais, au niveau d'ALD Automotive, c'est une belle entreprise, mais les résultats sont vraiment historiques, portés par les véhicules d'occasion. Et je pense qu'en 2022, les résultats devraient baisser. Et donc, le dividende, peut-être qu'ils vont augmenter le payout, comme ils ont une target entre 50 et 60%, ils vont peut-être monter à 60% pour limiter la baisse du dividende. Mais je m'attends à ce que le dividende soit en baisse sur 2022. Voilà, mais quand on a connu une hausse de 71%, c'est pas un scandale si jamais le dividende baisse un tout petit peu en 2023 au titre de l'exercice 2022. On continue avec Amundi, on va passer rapidement sur Amundi, mais Amundi a publié d'excellents résultats avec un résultat net qui est en progression de plus 37%, des actifs sous gestion qui ont franchi la barre des 2000 milliards d'euros grâce à l'intégration de Lyxor fin 2021 qu'ils ont racheté à Société Générale. Donc la performance, elle est extrêmement costaud, le dividende il est en progression de plus 41% par rapport à 2020 et en plus la structure financière elle est extrêmement solide parce que vous voyez les fonds propres tangibles, ils sont en augmentation à 3,5 milliards d'euros malgré l'acquisition de Lyxor qu'il a fallu financer fin 2021. Donc on est sur une boîte qui est solide, qui est en croissance, qui augmente fortement son dividende. Franchement, tout va bien pour Amundi. Ces résultats, ils sont portés par une collecte nette en milliards d'euros qui a été en très très forte progression. Vous voyez, les encours progressent bien. Ici en vert, vous avez donc l'apport de Lyxor, mais même sans Lyxor, Amundi a eu des encours qui ont fortement progressé en 2021. Ce qui est important également, c'est que le coefficient d'exploitation, donc au niveau des coûts, a baissé. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça permet de générer plus de marge. Et donc, vous voyez, le résultat net a fait un gap très important en 2021. Au niveau des réalisations majeures, je vais passer sur pas mal de choses. Je vais juste zoomer sur certains points. Notamment, une des raisons pour lesquelles j'ai acheté des actions Amundi, c'est que Amundi se développe fortement en Asie, en Inde, et donc ça m'intéressait de pouvoir m'exposer au travers d'Amundi à ces marchés qui sont extrêmement dynamiques. Et vous voyez que les encours depuis 2010 en Asie ont fortement progressé avec une progression de plus 24% en 2021 et les 500 milliards d'euros sont visés pour 2025 au niveau des encours. Au niveau de l'Inde, donc la dynamique elle est extrêmement positive et il y a un projet d'introduction en bourse de SBI FM. À cette occasion, Amundi envisage de céder 4% de son capital, mais voilà, en tout cas il y a 10% du capital qui devrait être coté sur la bourse indienne en 2022, donc ça va générer de la plus-value pour Amundi. Et puis au niveau de la Chine, la JV, la joint venture a été très positive également, avec la collecte qui a bien progressé et des prises de parts de marché qui sont vraiment intéressantes. Donc Amundi vous permet de vous exposer et à l'Inde et à l'Asie, même si ce ne sont pas pour le moment les marchés principaux, on est bien d'accord. Autre chose qui m'a fait choisir Amundi, ce sont les engagements ESG d'Amundi. Depuis 2 ans, c'est un truc de dingue, hein, les flux vers tout ce qui est fonds ESG en gestion passive ou autre explosent. Et donc, Amundi est très bien positionné, a tenu et dépassé tous ses objectifs qui étaient annoncés en 2018. Et pourquoi c'est important l'ESG ? Vous le voyez, hein, vous voyez la croissance des encours ESG, ne serait-ce qu'entre 2020 et 2021, ça a plus que doublé à 847 milliards d'euros. Aujourd'hui, l'ESG, c'est incontournable, ça absorbe une énorme partie des flux entrants sur les marchés et Amundi est très très bien positionné et a une expertise qui est vraiment reconnue sur ces critères-là. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi Amundi. Et puis bien sûr l'acquisition de Lyxor, donc qui était dans le giron de Société Générale, qui permettent de faire des synergies de coûts, qui ont permis à Amundi de devenir le premier acteur européen sur le marché des ETF avec une part de marché de 14%. Ça a permis de renforcer également ses offres de gestion active. Et puis cette opération, elle s'est faite à des multiples qui sont extrêmement bas et qui sont tout de suite relutifs pour l'actionnaire, donc qui vont être bénéfiques sur le bénéfice par action d'Amundi. Alors je voulais quand même faire un petit arrêt sur les résultats 2021. Pourquoi ils ont progressé de manière très importante également ? C'est parce qu'en fait il y a eu des commissions de surperformance qui ont été au plus haut historique, 427 millions d'euros de commissions de surperformance en 2021. Le management s'attend à ce que ça continue à décroître. Vous voyez, il y a eu le plus haut au deuxième trimestre 2021, ça a baissé au troisième trimestre, ça a baissé au T4 également. Donc on vient vers une poursuite de la
normalisation des commissions de surperformance. Donc ça risque d'impacter quand même les résultats 2022. Ça a impacté positivement les résultats 2021, mais là, on se normalise. Donc, il est fortement probable que les résultats 2022 soient impactés par cette normalisation des commissions de surperformance au cours des prochains trimestres pour Amundi. Il est temps de parler de dividendes avec un dividende donc en progression, comme on l'a vu, de plus de 40%, 41% de croissance par rapport à l'année dernière. Alors, s'il est validé par les actionnaires en assemblée générale, mais en principe, c'est qu'une question de principe, justement, il n'y a pas de souci. Ça fait un payout ratio de 65% du résultat net part du groupe en 2021. Donc, Amundi reverse les 2/3 de ses bénéfices là, cette année à ses actionnaires. Donc, on apprécie. C'est quelque chose qui est très positif comme signal qui est envoyé aux actionnaires. Le cours de clôture avant la publication des résultats était de 67,05 € et sur la base de ce cours de clôture, ça fait un rendement quand même de 6,1%. Donc c'est un rendement qui est vraiment appréciable, 6,1% net d'impôt quand vous l'achetez dans le PEA. Franchement, c'est un rendement qui ne se refuse pas. Si on regarde le cours de l'action Amundi, donc l'action a bien réagi à la publication des résultats. Il y a eu un joli gap à l'ouverture, donc ça a bien progressé. Après, au niveau de l'action Amundi, ça fluctue entre la zone globalement des 50, 55 € et 82, 85 €. Moi, Amundi, je suis exposé, mais pas assez fortement. Je vous avais déjà dit que j'avais l'intention de me renforcer sur Amundi. Donc, si jamais l'action baisse vers les 60, 62 €, eh bien, je me renforcerai à ce prix-là. Ça me permettra de bénéficier avec le dividende d'un rendement de 6,5%, qui est souvent les rendements que je vise au niveau de mes dividendes. Donc, Amundi, pour moi, c'est une entreprise qui est vraiment intéressante. Alors, qui a un fort bêta, comme on dit, c'est-à-dire qui a tendance à être très sensible à l'évolution des marchés en général, puisque c'est une question de flux, d'actifs sous gestion. Donc, si jamais il y a une décollecte au niveau des ETF et des fonds gérés par Amundi, eh bien, il y aura forcément un impact sur les résultats. Mais voilà, c'est ce que je vise. C'est une belle entreprise. Je vais la garder pour le long terme. Et vous voyez, Amundi, c'est une entreprise qui aime prendre soin de ses actionnaires, qui montre sa reconnaissance dans la confiance des actionnaires dans l'entreprise. Autre entreprise qui a publié ses résultats récemment, c'est Crédit Agricole. Crédit Agricole a publié donc ses résultats de l'année 2021. On va passer rapidement dessus. Vous avez deux choses au niveau de Crédit Agricole. Vous avez le groupe Crédit Agricole et vous avez Crédit Agricole SA qui est la structure qui est cotée en bourse. Donc c'est ça qui va particulièrement m'intéresser. Les revenus ont bien rebondi par rapport à l'année dernière et puis surtout le résultat net part du groupe sous-jacent est en forte progression de plus 40% par rapport à l'année dernière. Donc on est sur des résultats qui sont excellents pour Crédit Agricole. Alors là, il y a un tableau qui montre plein de chiffres. Je vais passer rapidement dessus. Pourquoi je vous ai montré ce tableau-là? Parce qu'en fait, je voulais vous montrer ça, le sous-jacent, le résultat net part du groupe sous-jacent. Et ici, 5 397 millions. Ça donne un BPA, un bénéfice par action de 1,69 €. Ça, c'est le chiffre qui est important à retenir. On va en reparler juste après avec le dividende. Donc 1,69 € de bénéfice par action sous-jacent pour Crédit Agricole en 2021 et le dividende qui sera versé en 2022 au titre de 2021, il sera de 1,05 € par action. Alors décomposé de la manière suivante, 0,85 par action. Donc pourquoi je vous ai demandé de retenir les 1,69 € de BPA, de bénéfice par action sous-jacent, c'est que quand vous faites 0,85 x 2, on est sur 1,70 €. Donc on est bien sur 50% du bénéfice sous-jacent qui est redistribué aux actionnaires sur le dividende ordinaire. Et il y a un rattrapage du dividende qui n'a pas pu être versé en 2020 au titre de 2019. Donc 20 centimes par action de rattrapage en 2022 au titre de 2021. Et ce sera le cas aussi en 2023 au titre de 2022. Donc le dividende est vraiment très bon. Et donc le dividende ordinaire a progressé par rapport à l'année dernière puisqu'il était de 80 centimes d'euros par action. Donc ça, c'était pour 2021. Si on se projette un peu sur l'avenir au niveau de la croissance de Crédit Agricole, hormis la gestion d'actifs avec Amundi, puisque Crédit Agricole est l'actionnaire de contrôle d'Amundi, actionnaire principal, et bien Crédit Agricole mise également sur la location longue durée. Donc ça fait penser à Société Générale avec ALD Automotive. C'est un marché qui est extrêmement intéressant puisque ça génère des cash flows qui sont très positifs et sur une activité qui a de la visibilité avec des contrats longue durée. Et donc il y a un partenariat qui a été signé entre Crédit Agricole et le groupe Stellantis. Alors Stellantis, si vous savez plus ce que c'est, eh bien Stellantis, c'est le nouveau nom notamment de PSA suite à la fusion entre PSA
Toyota et Fiat Chrysler. Donc au niveau des marques qu'ils possèdent, c'est Alfa Romeo, c'est du Dodge, c'est du Fiat, c'est du Jeep, c'est du Lancia, c'est du Maserati, Peugeot bien entendu, ou encore Abarth. Donc on est sur un très beau groupe, Stellantis, qui est en pleine forme aujourd'hui. C'est un des acteurs en Europe qui se porte le mieux. Et donc il y a un partenariat qui va être lancé en 2023 et ça devrait porter la rentabilité et les futurs bénéfices de Crédit Agricole SA. Je vous ai mis une petite image récap des résultats 2021 au niveau du T4 et de l'année. Et ce qui est important ici, c'est que l'actif net tangible par action est de 14,1 €. Alors vous avez BNP Paribas et Société Générale qui décotent par rapport à leur actif net tangible par action, c'est-à-dire que le cours de bourse est en dessous de cet actif net tangible. En revanche, au niveau de Crédit Agricole, par rapport à la solidité, par rapport à la qualité de gestion, même si BNP est une banque vraiment exceptionnellement bien gérée, eh bien historiquement, Crédit Agricole a toujours été proche de son actif net tangible par action et on va le voir au niveau du cours de bourse. Aujourd'hui, on est quasiment sur cet actif net tangible par action. Au niveau du dividende ordinaire, il est en progression de plus 6,25% puisque celui qui sera versé en 2022 au titre de 2021 s'élève à 0,85 € par action versus 0,80 € l'année dernière. Donc au niveau du cours de bourse, on a quand même bien rebondi au niveau de Crédit Agricole. Comme je vous le disais, elle cote quasiment son actif net par action. Alors vous avez pas mal de banques scandinaves qui cotent au-dessus de leur actif net et Crédit Agricole par rapport à sa solidité, pour moi ça ne me choquerait pas qu'elle cote au-dessus de cet actif net tangible par action. Maintenant je ne rachète pas de nouvelles actions Crédit Agricole. S'il y a des creux de marché et que je peux en racheter en dessous de 12 €, eh bien ça me semblerait intéressant. Donc j'attends et si jamais le marché m'en donne l'opportunité, il n'est pas exclu que je me renforce sur Crédit Agricole au cours de l'année 2022. On poursuit avec l'entreprise Ruby. Alors Ruby n'a pas publié encore ses résultats annuels, ce sera le 10 mars, mais elle a publié son chiffre d'affaires et comme à son habitude, elle donne des indications assez précises sur ses niveaux de marge unitaire, sur ses différentes activités. Donc le communiqué de presse est sorti le 10 février après clôture de la bourse. La croissance des volumes est positive au T4 avec plus 5% et il communique sur des niveaux de marge unitaire robustes. Alors au niveau du chiffre d'affaires, il faut quand même se méfier parce que le chiffre d'affaires a augmenté de 44% au T4, mais c'est parce que les prix du pétrole ont explosé à la hausse, donc c'est pas là-dessus que Ruby fait sa marge. Donc le chiffre d'affaires, je ne veux pas dire qu'il ne veut rien dire au niveau de Ruby, mais il a un impact qui est bien moindre que dans beaucoup d'entreprises. Ce qui est important, c'est le niveau de marge. Si on regarde les différentes activités, on voit que le pôle distribution a progressé de plus 20% par rapport à 2020 sur l'ensemble de l'année 2021 avec une accélération de la croissance au T4 plus 46% par rapport à l'année dernière. On voit que la zone Europe a progressé fortement, c'est le cas aussi des Caraïbes et de l'Afrique. Toutes les zones progressent, même si c'est l'Europe et les Caraïbes qui ont les plus fortes progressions sur l'ensemble de l'année 2021. En ce qui concerne le pôle support et services, la croissance est de plus 5%. À noter qu'au mois de décembre, Ruby a annoncé l'acquisition de Photosol France. Donc grosse acquisition pour Ruby, gros move stratégique dans les énergies renouvelables. Donc ça a peut-être aidé à réduire la décote de valorisation de Ruby qui est là maintenant depuis 1 à 2 ans. Donc au niveau de Photosol, je trouve que l'acquisition s'est fait à un prix vraiment élevé. Mais il n'empêche que c'est un move important pour l'entreprise. Alors information qui elle aussi a son importance et qui a été faite assez discrètement, j'ai l'impression, au mois de janvier. Ruby Terminal, la joint venture de Ruby et de iSquare Capital, a annoncé la cession de ses opérations en Turquie dans le cadre d'un recentrage de ses activités sur l'Europe de l'Ouest. Avec ce mouvement-là, eh bien, les produits pétroliers ne vont plus peser que 45% de Ruby Terminal, tout en accroissant la part des biocarburants qui pèsent désormais 10% du CA et des produits chimiques qui pèse 39%, en sachant que le solde, eh bien, c'est des stockages de produits agroalimentaires. Donc ça, c'est un move qui est intéressant. Ça permet de réduire l'exposition au pétrole sur la partie Ruby Terminal. À noter que les recettes de stockage de la JV ont progressé de 2% par rapport à 2020.
Au niveau de Ruby, je tenais à vous parler de 2-3 choses qui m'ont un petit peu surprise au cours des mois précédents et qui m'ont fait m'interroger sur l'action. La première des choses, c'est ce communiqué de presse qui est paru le 9 novembre 2021 après clôture des marchés. Ruby a annoncé le renforcement des moyens financiers du groupe par la mise en place d'une nouvelle ligne de capital. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ruby va pouvoir, enfin le partenaire financier de Ruby, en l'occurrence Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, va pouvoir émettre des nouvelles actions, donc ça va être dilutif pour les actionnaires de Ruby. Ils vont pouvoir émettre jusqu'à 4,3% du capital de la société pour pouvoir lever de l'argent. Je comprends pas pourquoi Ruby a fait un programme de rachat d'actions l'année dernière à un cours qui est plus élevé en plus que celui qui est actuellement, et pour le coup passe ce genre d'accord pour pouvoir augmenter le capital de l'entreprise pour pouvoir lever de l'argent. Donc ça franchement je comprends pas, je trouve que ça va pas dans l'intérêt des actionnaires, et donc ça c'est le premier move qui m'a mis la puce à l'oreille sur l'action Ruby. Deuxième chose, l'augmentation de capital réservée aux salariés du groupe. Alors ça c'est tout récent, ça date du 9 février 2022, ils ont publié ça en même temps que la sortie de leur chiffre d'affaires 2021. Alors vous savez que j'aime beaucoup quand les intérêts des salariés sont alignés sur ceux des actionnaires, il n'y a aucun problème. Au contraire, je trouve qu'au niveau des boîtes, les salariés ne sont pas assez actionnaires de leur entreprise. Donc j'adore ça. La seule chose, c'est que là, on a un cours de bourse qui se traîne quand même depuis un an. Et donc, ils font cette augmentation de capital avec une décote de 25%, puisqu'en fait, le prix de souscription, il a été fixé à 20,07 €. Donc, quand on a un cours de bourse qui est au tapis comme ça, faire une décote de 25%, je trouve ça dingue. S'ils avaient fait entre 10 et 20% de décote, allez, why not ? Mais là, pour le coup, il y a quand même 560 000 nouvelles actions qui vont pouvoir être créées. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne me convient pas. C'est une alerte supplémentaire. Pour moi, les salariés devraient déjà être contents aujourd'hui de pouvoir investir à un cours aussi bas sur l'action de leur entreprise avec une légère décote. Donc voilà, second warning pour moi, ça ne me plaît pas dans le sens dans lequel ça va au niveau de déjà l'equity line et en plus de l'augmentation de capital réservé aux salariés du groupe avec cette décote qui est extrêmement importante. Troisième chose qui m'a pas trop plu dernièrement, c'est cette fameuse acquisition de Photosol, un acteur majeur de l'énergie solaire en France. Alors quand je dis ça m'a pas plu, moi ça me plaît que Ruby puisse faire des moves au niveau des énergies renouvelables. On voit bien qu'aujourd'hui le cours de l'action souffre d'une décote très importante et qu'il se devait de faire un move, d'envoyer un vrai signal vraiment fort au marché, et c'est le cas avec l'acquisition de Photosol. Mais historiquement, les gérants de Ruby ont toujours acheté des boîtes qui étaient faiblement valorisées. Ils ont fait des très très bonnes affaires, ils ont restructuré, augmenté les marges et ça a généré beaucoup de valeur pour l'ensemble des actionnaires. Mais là pour le coup, je crains que pour la première fois, avec cette acquisition chèrement payée, les gérants n'aient peut-être cédé un peu à la pression du cours de bourse où il fallait absolument envoyer un signal qui était important, et donc pour une fois, ils ont fait une acquisition vraiment très chèrement valorisée. Alors franchement, l'historique plaide quand même pour eux. Ils ont vraiment à chaque fois très bien géré leur entreprise. Ils ont créé beaucoup de valeur. Donc on peut leur laisser le bénéfice du doute en se disant que ils ont peut-être pas surpayé Photosol. Peut-être que les projections qu'ils en font leur fait dire que c'est une bonne acquisition à ce prix-là et que ce sera rentable pour l'entreprise. Mais en tout cas, c'est le troisième signal qui s'est allumé chez moi au niveau de l'entreprise Ruby. Quatrième signal, je reviens sur la joint venture Ruby Terminal avec la vente des activités en Turquie. Il y a eu un peu plus d'un an maintenant, il y a un an et demi, 2 ans, un article d'un journaliste qui accusait Ruby d'avoir stocké et accepté du pétrole de Daesh en Turquie. Donc c'est un article sur des accusations, donc rien n'est prouvé. Et jusqu'à présent, j'avais pas accordé énormément d'importance à cette information, mais il faut voir quand même que l'affaire Orpea montre que le risque de réputation est extrêmement important au niveau des marchés. Il ne faudrait pas qu'un jour il y ait une enquête qui soit ouverte et que du coup cette affaire ressorte à nouveau, puisque on voit que même quand des choses ne sont pas encore prouvées, il y a une réaction qui est très très forte au niveau du cours de bourse. Les investisseurs ont peur et donc préfèrent vendre même à perte plutôt que de rester exposés à des entreprises qui ont un risque de réputation. Donc voilà les 3 warnings que j'ai eu avant plus ce warning là.
là m'ont fait dire que j'étais peut-être un peu trop exposé à Ruby et que j'ai moins confiance dans Ruby que dans le passé. Donc il faut que je fasse attention parce que vous voyez, au niveau de l'affaire Orpea, c'était une petite ligne de mon portefeuille. Donc là, pour le moment, je suis en moins-value latente de manière importante. Globalement, je suis à moins 55, moins 60%. Mais c'est une petite ligne, ça représente un tout petit pourcentage de mon portefeuille. Si demain, il m'arrivait la même chose au niveau de Ruby, par contre, là, je le sentirais beaucoup plus passer. Donc il faut que je sois un petit peu prudent dans ma gestion des risques. Et donc Ruby, aujourd'hui, c'était ma 4e plus grosse ligne de mon portefeuille, en sachant que ma première ligne de mon portefeuille, c'est Total Energy. Donc quand vous cumulez les deux, première et 4e, j'avais une surexposition de mon portefeuille sur le secteur des hydrocarbures. Et donc c'est important d'avoir une saine gestion des risques, même quand on aime bien une entreprise, même quand on croit dans son management. Eh bien il faut savoir répartir ses risques et peut-être réallouer son capital pour pouvoir avoir la meilleure répartition des risques possible. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai décidé d'abaisser fortement mon exposition à Ruby. Alors je reste actionnaire de cette entreprise, mais j'ai quand même cuté vraiment ma ligne Ruby. J'avais 220 actions à un prix de revient unitaire de 29,33 €. J'avais commencé à acheter vers 32, 33 € et j'avais renforcé dans la baisse là, quand ça avait baissé vers 25, 26 €, même un peu en dessous de 25 €. Ça avait permis d'abaisser mon prix de revient unitaire. À ce prix de revient unitaire, mes actions au niveau du dividende à 1,80 €. On va voir s'il a augmenté ou pas cette année. Mais à 1,80 €, ça me faisait du yield on cost de 6,14%. J'avais donc investi 6 453 € sur Ruby. Et là, en fait, j'ai décidé de vendre. Donc, j'ai vendu 115 actions à un peu plus de 30 €. Donc, je fais une très légère plus-value de quelques pourcents, quasiment rien. 115 actions, donc, pour un montant total de 3 463,01 € une fois que j'ai déduit les frais de transaction. Donc, voilà, ça y est, le move, il est fait. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire avec cet argent, les 3 463 €? Eh bien, j'ai décidé de les réinvestir déjà chez ALD, sur ALD qui a fait une très belle publication, qui a ce projet avec LeasePlan dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo. Donc j'ai acheté 69 actions à un prix de revient unitaire plus élevé que mon prix de revient unitaire de ma ligne initiale, puisque là je les ai payés 14,25 € frais inclus. Donc j'ai investi un peu moins de 1000 € sur ALD Automotive, mais grâce à ces 69 actions en 2022, je vais percevoir un rendement de 7,58%, donc qui va être supérieur au rendement que j'aurais perçu avec les actions Ruby si jamais je les avais gardées. Donc ça va faire 74,52 € de dividendes à percevoir grâce à ces nouvelles actions ALD Automotive. Et puis je vous avais parlé aussi du fait que j'avais vendu des actions CBO Territoria pour pouvoir réinvestir cet argent ailleurs. Donc j'étais sous-investi sur CBO Territoria, qui est une entreprise que j'adore. Et bien j'ai décidé de me renforcer de manière sensible au capital de CBO Territoria. 673 actions achetées pour un PRU un peu supérieur à celui que j'avais sur ma première ligne. C'est 3,69 € au niveau de mon PRU, en sachant que si jamais l'entreprise maintient son dividende à 23 centimes d'euros par action, ça me fera un rendement de 6,23% et quasiment 155 € de dividende à percevoir. Donc plus que l'entreprise Ruby si jamais Ruby maintenait son dividende à 1,80 € et ne l'augmentait pas cette année. Mais moi, je pense que CBO Territoria va pouvoir augmenter son dividende au moins à 24 centimes d'euros. Et donc, dans ce cas-là, ça me ferait dès cette année 161,52 € de dividende à percevoir et donc un rendement sur mon prix d'acquisition de 6,50% pour ces nouvelles actions CBO Territoria. Si je fais le récap, du coup, par rapport aux dividendes que j'ai perdus, entre guillemets, en revendant mes actions Ruby, on était donc sur 115 fois 1,80 €, c'est-à-dire 207 € de dividendes, puisque j'ai vendu 115 actions, j'en ai donc gardé 105. Les dividendes gagnés, ce sera quasiment 155 € plus 74 €, ça fait 229,31 €. J'ai donc un delta positif de 22,31 €. Et si jamais le dividende de Ruby était augmenté à 1,85 € cette année, eh bien, mon delta ne serait que de 16 €. Mais en tout cas, je n'aurais pas perdu de dividendes en faisant cette opération de vendre Ruby et racheter derrière du CBO Territoria et également des nouvelles actions ALD Automotive. En ce qui concerne le cours de l'action Ruby, ça a rebondi depuis ses plus bas de fin novembre, puisque on est quasiment à 30 €. Donc vous voyez, sur les 5 dernières années, l'action c'est pas joli. Franchement, elle est vraiment faiblement valorisée cette entreprise. C'est pour ça que c'est vraiment dommage qu'il y ait cette equity line qui a été faite avec le Crédit Agricole. Alors pour le moment, ils l'ont pas encore utilisé à ma connaissance, mais j'espère qu'ils l'utiliseront quand le cours sera quand même bien plus haut. Pour le moment, vous avez compris, sur mes 220 actions, j'en ai vendu 115 et je reste quand même pas mal investi parce que
que je garde 105 actions Ruby. C'est une position qui reste assez significative dans mon portefeuille, mais ça me permet de rester et investi dans Ruby et en même temps de ne pas être surexposé sur cette entreprise ni sur le secteur des hydrocarbures. Autre entreprise de mon portefeuille qui vient de publier ses résultats, c'est l'entreprise Sanofi. Sanofi, le laboratoire pharmaceutique, a publié des résultats 2021 exceptionnels. Très forte croissance du chiffre d'affaires, croissance du bénéfice net par action des activités qui est vraiment important également. On est sur du plus 15,5% de variation positive du BNPA à taux de change constant. Donc on est sur une très très belle performance pour une entreprise de cette taille-là qui a l'historique qu'elle a. Franchement, on est sur un très bon travail qui est effectué par Paul Hudson, le DG, et l'ensemble de ses équipes. Au niveau des chiffres, si on regarde au niveau de 2021, vous avez une publication donc de chiffre d'affaires qui annonce plus 4,8% au niveau du CA. Donc il y a eu un impact négatif des taux de change, que vous voyez, si on était sur du taux de change constant, on serait à 7,1% de croissance et non pas seulement 4,8%. Donc voilà, impact négatif notamment de l'eurodoll, de la devise brésilienne, etc. Enfin bref, Sanofi fait des affaires partout sur la planète, donc forcément quand il y a des mouvements de devises, eh bien, ça impacte à la hausse ou à la baisse, c'est normal. Au niveau du cash flow libre, du free cash flow, on est sur une croissance très importante à deux chiffres avec plus 16%, on va en reparler juste après, et donc le bénéfice par action, le bénéfice net par action qui a progressé de 12% ou encore 15,5% à taux de change constant. Alors, petite infographie rapide pour vous rappeler ce que fait Sanofi, quelles sont les entités qui composent Sanofi. Vous voyez que le premier pôle en chiffre d'affaires, c'est la médecine générale avec plus de 14 milliards d'euros de CA. Vous avez ensuite la médecine de spécialité qui se développe bien, qui est quasiment à 13 milliards de CA, suivi des vaccins et pour terminer du pôle santé grand public. Ce qui est important, c'est que Sanofi est challengé depuis des années sur sa capacité à faire de la R&D qui soit performante. Eh bien, on voit qu'il y a eu 7 résultats positifs d'essais cliniques. Alors, il y a une grosse dépendance qui est en train de se créer à Dupixent et donc Sanofi est très attendu pour pouvoir sortir des autres médicaments qui pourraient prendre le relais et ne pas être dépendant d'un médicament qui verrait son brevet arriver à échéance dans quelques années. Donc voilà, c'est super important de pouvoir diversifier ses revenus et d'avoir différents blockbusters pour prendre le relais de la croissance. Il y a eu 8 approbations de produits majeurs aux États-Unis et en Europe en 2021 et vous avez 10 nouvelles molécules issues de la recherche interne en phase clinique. Ça, c'est pareil, c'est un reproche qui a été fait à Sanofi dans le passé et même encore maintenant, de devoir faire des rachats à fond pour pouvoir alimenter le pipe de médicaments et de ne pas être capable en interne de pouvoir trouver des nouvelles molécules qui peuvent être intéressantes. Et bien là, Sanofi y répond en communiquant ce chiffre-là assez intéressant de 10 nouvelles molécules issues de la recherche interne qui rentrent en phase clinique. Le free cash flow, je vous avais dit qu'on reviendrait dessus, c'est un truc de dingue, il a doublé depuis 2018. Ah, le free cash flow, c'est un indicateur qu'on adore quand on est actionnaire d'une entreprise, quand on est propriétaire d'une entreprise. Ça permet d'investir, ça permet de se désendetter, ça permet de verser des dividendes, ça permet de faire du rachat d'actions. Donc voilà, on le voit en parlant d'acquisition, il y a 1,2 milliard d'euros qui ont été utilisés pour faire des acquisitions sur ce free cash flow. Et il y a eu un petit impact négatif de 400 millions d'euros à cause des taux de change. Toujours sur les résultats, je vous ai juste mis ça rapidement pour qu'on regarde deux choses. La première, c'est le BOI, le Business Operating Income, donc avec la marge des activités qui est à 28,4%, en sachant que la target 2025, c'est d'être à 32% de marge des opérations. Et puis deuxième chose, le PS, donc l'earning per share, donc le bénéfice par action, qui s'est élevé à 6,56 € par action. L'objectif, donc, en 2025, je vous l'ai dit, c'est 32% de BOI margin. En 2022, la guidance du management, c'est d'être à 30%, donc progression par rapport aux 28 et quelques de 2021, et d'être capable de faire un EPS en croissance qu'on appelle low double digit. Donc, ça veut dire quoi ça, low double digit? Ça veut dire que ce serait une croissance à deux chiffres, mais plutôt dans le bas de la fourchette. Donc, on peut s'attendre à du 10, 11, 12, 13% de croissance au niveau de l'earning per share en 2022, grâce aussi cette fois-ci à un impact qui sera normalement plutôt positif. En tout cas, le management s'attend à un impact plutôt positif de 2 à 3% des taux de change cette année après avoir vraiment freiné la croissance l'année dernière.
Je vous rappelle que Sanofi, c'est une aristocrate du dividende. Donc ce dividende, il a encore proposé en augmentation. L'année dernière, il était de 3,20 €. Là, on est sur 3,33 €. Donc on est sur un taux de distribution qui est tout à fait cohérent par rapport aux 6,56 de bénéfices par action qu'on vient de voir. On est tout simplement sur un peu plus de 50% de payout ratio. Donc progression constante, 3,33 € cette année, 3,20 € l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dividende progresse de plus de 4%. Donc Sanofi continue de faire progresser le dividende versé aux actionnaires. On est sur une Rolls-Royce qui progresse tranquillement mais sûrement chaque année au niveau du dividende. Sanofi, c'est une valeur sûre. Au niveau du cours de bourse, ça a quand même bien rebondi. On n'est pas loin des plus hauts historiques qui étaient aux alentours de juillet 2015. Vous voyez là, je vous ai fait un screenshot. On était un peu au-dessus de 98 €. Sanofi reste décoté par rapport aux gros laboratoires pharmaceutiques américains et mondiaux. Donc elle en a encore sous le pied. Si jamais elle continue à bien délivrer comme ça, à faire en sorte de découvrir en interne des nouvelles molécules qui vont pouvoir compléter son blockbuster du Dupixent, et bien là on pourrait être sur quelque chose de vraiment sympa avec une valorisation. Moi ça me choquerait pas que Sanofi soit autour des 110, 115 € l'action. Donc voilà, on est sur une Rolls. Maintenant il y a souvent des périodes de respiration au niveau de Sanofi qui permettent de rentrer à des cours qui sont inférieurs. Aujourd'hui, je souhaite pas renforcer ma position Sanofi sur ses cours actuels, même s'il y a du potentiel de croissance. J'attendrai un petit repli si jamais le marché m'en donne l'occasion pour pouvoir compléter ma position Sanofi. On continue avec la 7e et dernière entreprise, l'entreprise Vinci qui a sorti ses résultats. Alors c'était un peu plus tôt dans le mois, c'était le 4 février. Les résultats 2021 sont vraiment très bons. Quand on sait que c'est encore compliqué dans les aéroports, les résultats qu'a sorti Vinci sont dingues. Gros redressement du chiffre d'affaires, des résultats. Le free cash flow, c'est un free cash flow qui est record. Le carnet de commandes, il a un très haut niveau, donc les perspectives 2022 sont bonnes, avec une activité qui sera toujours soutenue d'après le management, et ils attendent une poursuite de l'amélioration des résultats de Vinci, en sachant que Vinci, sur un dividende ordinaire, vient de proposer le plus haut niveau de dividende jamais proposé. Encore une fois, je ne compte pas les dividendes exceptionnels, je parle vraiment du dividende ordinaire avec un dividende de 2,90 € par action. Donc le travail fait par le management est juste dingue au niveau de Vinci, donc chapeau au management et aux équipes également. Si on regarde tout en bas de la slide, on voit l'évolution du trafic de Vinci Autoroute en décroissance encore par rapport à 2019 de 4%, mais gros rebond par rapport à 2020, plus 22%. Et puis, vous voyez l'évolution des trafics passagers de Vinci Airports, décroissance encore des 2/3, moins 66% par rapport à 2019. Par contre, léger rebond par rapport à 2020, mais en même temps, on avait vraiment touché le fond de la piscine en 2020. Les résultats de Vinci, compte tenu de ce contexte-là qui est encore très compliqué, alors que l'activité aéroportuaire génère pas mal de revenus récurrents et de marge pour Vinci, c'est tout simplement exceptionnel. Donc vraiment très belle boîte. Donc rapidement, ce qu'il faut retenir de 2021, c'est le fait que Vinci Énergie et Vinci Construction ont dépassé en chiffre d'affaires et en bénéfices les niveaux de 2019. Vinci Autoroute, c'est quasiment au niveau de 2019 et la visibilité laisse penser que ça va continuer à s'améliorer. Et puis au niveau de Vinci Airports, eh bien normalement, il devrait quand même y avoir un rebond. Et bien entendu, je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne, mais il y a aussi eu l'annonce de l'acquisition de Cobra IS qui appartient au groupe espagnol ACS qui a été réalisé par Vinci pour pouvoir doper la partie Vinci Énergie. Je vous ai mis ces éléments-là, si jamais ça vous intéresse, de faire une petite pause pour pouvoir regarder plus en détail ce qui s'est passé, mais on voit encore pour le coup l'EBIT négatif au niveau de Vinci Airports, alors qu'avant, vous voyez, c'était même plus puissant que Vinci Énergie ou encore Vinci Construction au niveau de l'EBIT. Donc quand les aéroports se redresseront, je peux vous dire que les résultats de Vinci crèveront le plafond et ce sera tout bon pour les actionnaires et pour les dividendes. Justement, puisqu'on parle de dividendes, je vous le disais, 2,90 €. Alors il y a déjà un acompte qui a été versé de 0,65 centimes d'euros si ma mémoire est bonne au mois de novembre au niveau de Vinci, et donc au mois d'avril il y aura le reste de ce dividende qui sera versé pour atteindre au total sur l'exercice 2021 un payout ratio de 64% et donc un versement de 2,90 € au total.
Pourquoi on peut être positif sur 2022, hormis la partie aéroport dont je viens de vous parler? Eh bien, on voit que les carnets de commandes sont pleins, sont sur des plus hauts historiques au niveau de Vinci Énergie et de Vinci Construction. Donc ça, forcément, c'est des choses qui sont très positives parce qu'on sait qu'il y a du travail qui va pouvoir être délivré au cours des années à venir. Et au niveau de 2022, eh bien, on a l'intégration donc de Cobra IS qui va permettre de faire des économies d'échelle au niveau de Vinci Énergie, de se déployer sur des nouveaux marchés, de pouvoir arriver sur des nouvelles zones géographiques sur lesquelles Vinci était peu présente. Et donc voilà, on est sur un développement qui est très stratégique au niveau de Vinci. Le développement dans l'énergie avec les concessions, avec le fait d'exploiter eux-mêmes aussi ces concessions-là, c'est vraiment un métier qui est en train de se développer très très fortement et c'est le relais de croissance des années à venir pour l'entreprise Vinci en complément des aéroports, bien entendu. 2,90 €, ça fait un dividende de plus 42% par rapport à l'année 2020. Si on regarde le cours de bourse, eh bien le cours de bourse ne s'y trompe pas. On est quasiment revenu au plus haut historique qui datait de début 2020 puisqu'on est à plus de 102 € au moment où je tourne cette vidéo. Alors j'ai loupé le coche, je voulais me renforcer sur Vinci parce que franchement c'est une toute petite ligne de mon portefeuille, trop petite. J'ai loupé le coche ici, je pensais qu'elle baisserait un petit peu plus donc j'ai été trop gourmand, je voulais renforcer vers 76 € donc j'ai pas pu les avoir. Donc là pour le moment, je vais j'attends un mouvement de marché. Pareil, Vinci, j'aimerais bien rechoper cette action. Du coup, je rehausse mon objectif pour rentrer dessus, mais aux alentours des 80-85 € pour le long terme. Ça me semble vraiment très correct de rentrer à ces niveaux-là sur Vinci. En tout cas, c'est mon objectif pour pouvoir me renforcer sur cette très belle entreprise. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, maximum de likes s'il vous plaît. Je compte sur vous aussi pour partager et puis commenter. Parlez-moi en dessous, dites-moi ce que vous en pensez. On discute ensemble directement dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Investir dans les dividendes. Ciao!